En ce moment, en tant que microbiologiste, il nous arrive souvent de devoir répondre à des questions sur un des sujets les plus chauds de l'actualité, la vaccination. Selon nous, être scientifique, c'est aussi avoir à cœur la compréhension générale du public. Il y a beaucoup de confusion qui règne autour du sujet. C'est de notre devoir d'apporter des faits scientifiques pour bien vulgariser au public. Pour cette série de vidéos, nous aborderons plusieurs sujets qui sont liés à la vaccination. Ces faits sont non seulement vérifiés, mais sont aussi à la base de notre formation en tant que microbiologiste. Ainsi, toutes les informations qui vont se retrouver dans cette vidéo proviennent de nos cours de microbiologie et d'immunologie. Bon, maintenant qu'on a fini avec la partie sérieuse, à la vaccination! Aujourd'hui, on a choisi le sujet de l'immunité de communauté parce que c'est souvent un sujet qui est oublié durant le débat sur la vaccination. L'immunité de communauté est une protection indirecte donnée par des gens ayant acquis une immunité, soit par vaccination ou en ayant contracté la maladie, aux gens qui ne sont pas immunisés. Donc l'aspect de l'immunisation naturelle et l'aspect de l'immunisation par vaccination. Mais attention à ceux qui voudraient dire si l'immunisation naturelle existe, pourquoi opter pour la vaccination? L'immunisation naturelle, c'est une petite clause dans un contrat qu'on a oublié de lire. L'immunisation naturelle peut se passer aisément, comme par exemple la varicelle, qui est une maladie bénigne que la plupart des enfants attrapent et qui se passe d'elle-même. Par contre, si on prend une maladie comme la diphtérie, où les symptômes et les séquelles sont beaucoup plus importants, ce n'est pas un bon candidat à l'immunisation naturelle. De un, je souhaite à personne, même mon pire ennemi, d'avoir ce genre d'ulcère de peau-là. De deux, il peut avoir des complications au niveau des reins, il peut avoir une inflammation au niveau du muscle du cœur et même, dans certains cas, la paralysie. De plus, quand on l'attrape comme ça, c'est une maladie qui devient contagieuse. Ce qui n'est pas le cas quand on se fait vacciner contre la diphtérie, où on n'est pas contagieux même si on combat la maladie. La vaccination, lorsqu'elle est disponible, protège d'une façon similaire. C'est génial! On prend soit une partie de l'agent infectieux ou l'agent infectieux lui-même, mais affaibli, et on l'injecte au patient. Et le système immunitaire s'occupe du reste. Alors, pour ceux qui seraient inquiétés par l'idée d'avoir des particules de micro-organismes qui sont injectés en eux, je vous fais un parallèle avec un ours, par exemple. Un ours au complet, c'est vraiment dangereux. Tu n'as pas nécessairement envie de le croiser quand tu te promènes à la forêt. Par contre, si tu croises une dent d'ours, c'est pas dangereux en soi. À moins que tu sois vraiment malchanceux. Il existe deux types d'immunité, l'immunité innée et l'immunité adaptative. L'immunité innée n'est pas sélective. Elle forme la première barrière aux pathogènes. Mais d'autres fois, elle n'est qu'une première ligne de défense. La barrière la plus connue est la peau. Son étanchéité empêche certains pathogènes de pénétrer et son pH légèrement acide en tue d'autres. Les larmes et la salive contiennent du lysozyme, une protéine qui brise la membrane de certaines bactéries. Une fois à l'intérieur du corps, le pathogène peut aussi faire face à de nombreuses protéines antimicrobiennes présentes dans le sang ou même aux phagocytes, des cellules qui reconnaissent et digèrent les bactéries. L'immunité innée ne fait aucune distinction et essaye, dans le fond, de nous protéger contre toute intrusion non désirée. L'immunité adaptative est vraiment plus complexe. Alors voici en bref ce qu'est l'immunité adaptative. Lorsqu'on vous parle de votre système immunitaire, il vous vient peut-être à l'esprit les fameux globules blancs. Scientifiquement appelés lymphocytes, les globules blancs ne sont pas qu'une seule entité. Il existe plusieurs sortes de globules blancs. Ici, nous allons nous concentrer sur les lymphocytes T et B, appelés ainsi à cause de leur lieu de maturation dans le corps. Les lymphocytes T maturent dans le thymus et les lymphocytes B dans la moelle osseuse, ou bone marrow en anglais. En version imagée, les lymphocytes ont tous un système de reconnaissance ou une serrure, où seule une clé bien spécifique peut entrer. Cette clé est peut-être un morceau de bactérie ou une protéine de surface de cette bactérie. Ils vont tous essayer la clé, qu'elle soit présente dans une cellule infectée, dans le cas des lymphocytes T, ou qu'elle flotte simplement devant un lymphocyte B. À noter qu'il est aussi possible qu'une cellule B présente cette clé au lymphocyte T.
Cette serrure, créée au hasard lors de la production de ces lymphocytes, peut ne jamais être utilisée. Mais l'un, quelque part, portera la bonne serrure. À ce moment, il y aura division en plusieurs types de cellules. Certaines sont actives et partent en guerre contre l'envahisseur. D'autres deviennent des cellules mémoire qui se souviendront à jamais de cette clé. Cette première réaction est appelée la réaction immunitaire primaire. En moyenne, ça prend environ 10 à 17 jours pour qu'il y ait un pic dans les lymphocytes qui peuvent ensuite détruire la menace. Puis, si jamais cet agent infectieux revient à la charge plus tard, on appelle ça la réaction immunitaire secondaire, qui atteint un pic en 2 et 7 jours avec beaucoup plus de force. Donc, le principe de la vaccination, c'est vraiment de créer une immunité primaire, sans symptômes et sans séquelles. À la prochaine rencontre, les cellules mémoire vont pouvoir être activées plus rapidement et mieux défendre l'organisme. À noter que cela ne s'applique qu'aux micro-organismes qui n'ont pas la capacité de muter. Par exemple, la grippe peut muter. C'est pour cette raison qu'il y a des vaccinations annuellement pour les travailleurs de la santé et pour les aînés. C'est grâce à des algorithmes que des chercheurs à chaque année tentent d'élucider la prochaine mutation du virus et créer un vaccin adéquat. Bon, maintenant qu'on a couvert de façon très brève une partie de l'immunité, qu'est-ce qu'il y en est de l'immunité de communauté? Dans une population où la plupart des individus sont immunisés à un pathogène, la chaîne de contagion est plus facilement interrompue. Cela s'applique bien sûr aux pathogènes contagieux. Plus une communauté compte des gens immunisés contre ce pathogène, plus les gens non immunisés ou à risque sont protégés. On peut même éradiquer complètement une maladie par ce concept, ce qui a été le cas en 1977 pour la variole. Chaque pathogène a un facteur nommé R0. Il s'agit d'un facteur de propagation. Prenons un R0 de 2. Cela veut dire qu'une personne malade va en infecter 2 autres en moyenne. Par exemple, la rougeole a un R0 de 12 à 18. Donc, si un patient X infecté par un pathogène ayant un R0 de 2, celle-ci peut infecter 2 autres personnes. L'une est protégée, mais un autre l'attrape. La chaîne aurait pu s'arrêter à ce stade, mais elle continue. Ici, la chaîne se poursuit et affecte une seconde personne, ou même un bébé qui n'a pas atteint l'âge de la vaccination, qui peut transmettre la maladie à d'autres bébés à la garderie. À tout le point, l'immunité de communauté est cruciale pour les personnes qui ne sont pas en âge de se faire vacciner, comme les bébés, mais aussi pour les aînés et les personnes qui sont immunodéficientes. Il est important de mentionner que ce n'est pas parce que personne est malade dans votre entourage que la maladie n'existe plus. On peut le voir ici avec ce concept bien illustré. Ces pathogènes continuent d'exister et continuent d'être transmis, même que dans certains cas, il y en a qui mutent et qui rendent les vaccins qui protégeaient contre ce pathogène-là inefficaces. Mais attention, d'autres micro-organismes se trouvent dans la nature. Vous pourriez être le patient zéro d'une chaîne de contagion. On ne dit pas que vous n'avez pas le droit de vous renseigner sur la vaccination, même qu'on vous encourage à le faire, mais prenez tous les faits en compte, dont des centaines d'années de recherche dans l'immunologie et la microbiologie. L'argument de prendre soit l'avion ou le bateau pour traverser l'océan peut être un exemple. Il y a un infime risque que l'avion s'écrase ou que le navire coule. Alors, irez-vous à la nage? C'est quand même insensé. Alors mettez les 2 poids dans la balance. Soit des symptômes et des séquelles graves liées à la maladie, soit un potentiel risque que la vaccination engendre des effets secondaires. Alors, c'est tout pour l'immunité de communauté. On espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas! Vengeance! Et attention, d'autres micro-organismes se promènent dans la nature. Ils se promènent dans la nature. Oui.